voilà le bus qui doit nous amener à Sarria. Donc pour l'instant je suis seul. Par contre j'ai 2 tickets. Parce que ce bus, avant d'aller à Sarria, il passe par l'aéroport. Et Xavier atterrit à 10h55. Le bus arrive à 11h15. Donc il y a un petit battement de un petit quart d'heure, 20 minutes, entre l'atterrissage de son avion et le bus. Espérons que ça fonctionne. Ouais, je suis il y a 2 bus qui sont partis de Santiago et il n'y en a qu'une seule des 2 qui va s'arrêter à l'aéroport. Et bien entendu, je suis dans le bus qui ne s'arrête pas à l'aéroport. J'ai le billet de Xavier avec moi, donc il va devoir s'en racheter un. Voilà, enfin bon, espérons qu'il puisse prendre l'autre bus. J'espère pour vous que le temps va s'améliorer quand même. Vous avez de la chance. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti sur le chemin? Même après 10 ans, c'est sincèrement pas évident de répondre à cette question. Bon, clairement au départ, ça a été le fait de vouloir cheminer ensemble avec Xavier, une façon de se voir chaque année. Nous qui sommes éloignés en temps normal de façon géographique l'un de l'autre. Donc ce chemin nous permettait de nous voir et de partager aussi des moments, de prendre le temps de partager des moments ensemble. Après ça a été forcément le défi physique, l'envie de se prouver à nous-mêmes qu'on pourrait y arriver. De los amigos. Una historia sur internet quoi. Regardez, je sais pas. J'ai pas tout compris. Nous tiens nos... De Mocho. Peux-tu me préciser de quoi il s'agit? Texte spécifique, je pourrais peut-être t'aider davantage. As-tu entendu parler de ce terme dans un contexte particulier? Il est possible que ces objets soient vendus comme souvenirs ou accessoires d'amusement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça représente la camaraderie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est José Sanchis, mieux connu sous le nom de Mocho, né à Alicante, qui a inventé ça en 99. Et l'idée c'est de se les passer entre pèlerins sur le chemin et faire en sorte qu'il y ait un maximum de mains de Mocho qui arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est un côté ludique et sympathique entre pèlerins. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti sur le chemin, même après 10 ans? Et puis après, la découverte, le temps, le rapport au temps. Le rapport au temps, je pense que en marchant, en étant absolument pas véhiculé, rendu à nous-mêmes, avec le seul sac à dos sur le dos, on a un rapport au temps qui est vraiment très très différent lorsqu'on arrive le soir dans un village. Eh bien, on peut pas en sortir quoi. Il faut attendre le lendemain, le départ de nouveau. Et voilà, ce rapport au temps est, je pense, important. C'est une prise de conscience, une façon d'aborder la vie différemment. Ça, c'est un vrai apport du chemin. Voilà, donc spéciale dédicace pour les Péloïs d'Anglet et de Bayonne, Jean-Marc, Olivier et Patrick, donc spécial pour vous. Juste à l'entrée de Porto Marine, là, vous avez vu, il y a le pont ici, vous allez sûrement arriver de la droite. Alors c'est vrai qu'il y a 2 chemins avant d'arriver à Porto Marine. Conseil, un petit peu en haut là, avant Porto Marine, c'est soit à droite, soit à gauche. Prenez plutôt à droite, c'est quand même beaucoup plus sécure. Là on vient de prendre à gauche avec Xavier, c'est vraiment casse-pattes. Mais le gros intérêt, donc si vous arrivez de là, vous pensez à passer le pont, il y a la cloche de la liberté, immanquable, ici à Porto Marine. C'est pour vous.
sortie de Porte Marine, prendre à droite. Buongiorno, non, buenos dias. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valorisation des acquis et de l'expérience, VAE. Mais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, évidemment. Et pour en parler, je vais partir d'un cas très concret de la journée d'aujourd'hui. Donc hier soir, pour commencer par là, s'est arrêté à Gonzar. Petite bourgade, bon, assez sympa, je ne rentre pas dans les détails, on s'en fout, ça ne rentre pas dans le sujet. Mais on savait que dès le lendemain matin, il allait pleuvoir, qu'il allait pleuvoir toute la journée. Bon, donc on se prépare, on passe une très bonne nuit, on se lève finalement assez tôt, 6h du matin. Et là, effectivement, la météo s'est pas trompée. On est sur une pluie abondante en permanence. Et donc on s'habille en conséquence. T-shirt manche longue, kawaii coupe-vent, et puis on met le poncho par-dessus. Et là, faut bien y aller. On franchit le seuil de la porte, on part. Et évidemment, on est trempé dès le début, dans le noir avec la lampe frontale. Et sortie du village, même pas 100 mètres. Et là on attaque une belle montée. Et on est content. On est à l'abri, etc. Sous nos ponchos. Donc ça c'est pas mal du tout. Sauf que au bout d'un moment, on commence à avoir sacrément chaud. La montée est raide. Ça flotte. On a chaud. Et là on se dit merde. On s'est trop couvert, on transpire avec la pluie. Et là on fait le constat partagé que finalement après plus de 9 semaines sur le chemin, et on n'a toujours pas acquis l'expérience suffisante pour être sûr le matin de s'habiller comme il faut. Donc ça c'est un peu regrettable. On se le dit tous les deux en disant bon finalement on aura fait 10 ans, on n'aura toujours pas compris exactement comment il fallait s'habiller sur le chemin. Donc on transpire. On arrive en haut de, je sais pas, on peut appeler ça une colline, je sais pas. En tout cas, on arrive en haut, bien transpirant. Et là, enfin, on bascule. Et là, dans la descente, on arrive à se rejoindre, on marche côte à côte. On se regarde et là, on dit non. Finalement, on a acquis l'expérience suffisante. Et là, on est en train de valoriser l'acquisition de l'expérience. Parce que dans la descente, mes amis, si on n'avait pas été couvert comme ça, on se serait pelé, mais alors pelé de chez pelé. Parce que la température, elle était bien en dessous de 13, sans doute degrés, j'en sais rien. Mais en tout cas, on était bien content. La VAE, c'est bien, mais pour la juger, il faut se donner le temps de pouvoir la juger. Et pas s'arrêter à le premier exemple ou la première situation qui pourrait laisser penser que ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, à bon entendeur, salut, buen camino, à la prochaine. El maíz, Maïs. ¿Cómo se dice? ¿Me parece? se metía ahí, Creo que ahí es se metía ahí. barley. Es un No, secadero, ese es el lúpulo, ¿no? un secadero. Ok. Por eso el viento hace este Corn. frío. El maíz es corn. Ah, corn. Eso es maíz. Ok. Corn, maíz. Ya siga. Pues ya no, ahí. Te explico mejor Sí, yo. no, que le traducía lo que era maíz. Maíz in English is corn. Sí. Me he acordado de las palomitas de maíz. Ok. Claro. Gracias. No. Les premiers eucalyptus que l'on voit, qui sonnent vraiment le dernier tronçon du Camino jusqu'à Saint-Jacques. On y est, borne 64. Le miracle, c'est de s'autoriser le Camino. C'est pas faux.
Ah, j'ai compris ce que ça voulait dire. Hein. J'ai compris que c'est pas faux. Ça veut pas dire que j'ai pas compris, ou alors j'ai peut-être pas vraiment pas compris, mais je trouve que c'est juste ce qu'il dit. Faire le chemin, c'est balèze, mais partir pour faire le chemin, c'est sans doute encore plus balèze. De ce point de vue, nous on sera parti 10 fois, ce qui est 10 fois plus balèze. Voilà, c'est la leçon du jour. À l'époque, sur le Camino Frances, il y avait toutes les infrastructures telles que les ponts et les chaussées furent alors mis en chantier, construction auquel le pèlerin de passage se devait de participer durant quelques jours, apportant ainsi sa propre pierre à l'édifice du chemin, pierre dont il n'était pas rare qu'il se soit chargé, chemin faisant, en passant à proximité d'une carrière exploitée à cet effet en amont. On avait une petite tradition de créer des t-shirts pour les moments importants du Camino. Donc il y avait eu la première fois les 500 km, les premiers 500 km. Après on a refait un t-shirt pour la moitié du chemin. Alors la moitié vraiment grosso modo, hein, parce qu'à l'époque on ne savait pas si on allait qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ou si on allait pousser encore plus loin. Bien sûr le t-shirt mythique des 1000 km juste avant les Pyrénées. Et le dernier en date, le 1500, le t-shirt du 1500e kilomètre. Et maintenant le dernier avec Fisterra, le bout de l'aventure. S'il te plaît? Ouais. Encore un à la clôture. Et bien chaud. C'est pas. Ah ouais, ça me chaud. Là, il est unico. Ça arrive, comment je me sens écoute, je me sens bien. Je suis pas en train de me dire oh là là, déjà j'ai pas vu le temps passer. Non. Tous les kilomètres, ça tape. Il reste 52 km, c'est énorme quoi, c'est énorme. Même les derniers kilomètres vont être durs, ça va être. Non, il me tarde pas, je suis pas en train de me dire que ça passe vite. C'est le moment et voilà, et toutes les bornes, il n'y a pas une borne tous les kilomètres, il y a une borne tout le temps, il y a plein de bornes, donc tu vois le nombre de kilométrages qui te reste, tu as vraiment le temps de l'intégrer, tout te dit que Santiago c'est là, donc là t'es pas surpris, c'est comme ça, et non, je suis content. Parce que depuis quelques temps, je me laisse prendre par le chemin, j'ai pas besoin de planifier les étapes, etc. Et ça, c'est une évolution par rapport justement au départ où j'étais plutôt à planifier les étapes, à regarder, à peine arrivé, j'étais déjà sur l'étape du lendemain où on allait faire la pause pique-nique, combien de temps ça allait durer, quelle heure, et c'est à quelle heure fallait partir, etc. Maintenant, je prends chaque kilomètre, après chaque kilomètre ou presque, voilà. C'est pas mal aussi. Et donc, effectivement, je repars de ce constat-là. Je n'ai toujours pas conscientisé que demain, on atteint l'objectif qu'on s'est fixé il y a 10 ans. C'est incroyable. Bon, je suis en train de commencer à le conscientiser. Bon, voilà. Cheminer, c'était choisi le cheminer. En s'adaptant à la météo. Alors là, je voulais évoquer les maximes du chemin. Alors, les maximes ou les leçons qu'on tire effectivement du chemin. En fait, avec Eric, depuis le départ, c'est-à-dire en 2015, chaque année, on a décidé d'essayer de trouver une phrase, quelques mots qui résument en fait la semaine de marche que l'on a parcouru. Donc l'idée est de pouvoir garder en mémoire 10 maximes. Et ces maximes, donc c'est ça, c'est retracer un peu les sentiments qu'on retient d'une semaine de marche sur le chemin. Et finalement, petit à petit,
comme le chemin est devenu un moment privilégié entre nous, que nos vies ont rencontré des événements, etc. Enfin, on a eu des choix ou des décisions à faire et le chemin était un moment très important pour en parler tous les deux. Avec la fatigue de la marche, etc., on a finalement pu exprimer tout ce qu'on ressentait vraiment. Et donc la maxime de l'année a fini par être associée aussi à évidemment l'évolution de nos propres émotions à nous, nos propres vies, nos propres changements, nos propres états d'âme, etc. Essayer de trouver une maxime, une phrase qui est à la fois évocatrice du chemin, mais aussi évocatrice du sentiment, de l'état émotionnel dans lequel on se trouve tous les deux à ce moment-là. On marche. Voilà, on est pris dans cette avancée. Et je crois que c'est aussi une des leçons du chemin. Un jour, je me suis arrêté sur le chemin une année, et puis je me suis retourné, et puis je me dis, ben voilà, tout ce qu'on vient de faire là, allez, tu t'arrêtes et tu le fais dans le sens inverse, en laissant tomber ce qu'il y a devant. Oh, mais impossible, je me sentais pas rebrousser chemin. Et donc, non, on est pris, on avance. C'est comme la vie, et on avance, il faut avancer, c'est une leçon de la vie, faut pas se retourner, c'est très bateau ce que je dis, mais on le ressent vraiment sur le chemin. Cette avancée, de regarder devant. D'ailleurs, plus les jours passent, plus on oublie ce qu'on a fait il y a 2 jours, 3 jours, on a tellement fait la même chose. C'était d'autres paysages, certes, mais on ne sait plus quel jour exactement, mais voilà, c'est déjà le passé. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a devant. C'est vraiment la magie du chemin, c'est la vie sur le chemin. Toujours regarder devant, la leçon de la vie, la leçon du chemin. Quand il fait beau, je peux planter la tente. Ouais, mais là... Mais après, quand il pleut... Donc ouais, là, ouais. par contre, à Zaria, j'ai pu aller dans une albergue où ils prenaient les chiens. Ils avaient plus de place, ils ont été sympas, ils m'ont permis de dormir sur le canapé. Croisé une bayonnaise qui revenait en sens inverse sur le Camino Frances. Elle était partie de Bayonne avec son chien et arrivée par le Camino del Norte, arrivée à Santiago, impossible de prendre le chien dans le train. Elle a essayé le taxi, le bus, faire du stop, ça ne marchait absolument pas. Donc elle est en train de rebrousser chemin par le Camino Frances pour sortir de la province de Galice. Elle allait jusqu'à Léon pour voir si de là-bas elle pouvait prendre le train pour rentrer chez elle avec son chien. Donc voilà, les formations n'étaient pas passées. Il faut savoir qu'en Galice, ils ne prennent pas les chiens dans les trains. Donc c'est la dernière étape, dernière petite boîte de sardines. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Lydie qui chaque année, chaque fois que je partais, m'avait offert un petit... ou souvent des sardines, ou des petits biscuits. Enfin voilà, c'était toujours une petite attention très très sympa de sa part et je tenais à la remercier aujourd'hui. Bisous. Auberge très sympa à Saint-Irénée, l'auberge Saint-Pyrénées. Vraiment très très bel accueil, très propre. Des draps, le repas excellent, vraiment excellent. 3 plats. Et dans des... Oui. I cannot spell Paris. L'hébergement est très convivial. L'hébergement est en bois avec des poutres apparentes, des petites pièces un petit peu partout. Un jardin dehors, c'est vraiment une très belle auberge. De soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté
sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. Donc c'est vrai que là, entre Sarriá et Compostelle, et Saint-Jacques-de-Compostelle, énormément de pèlerins. El Camino Disney Parade. Parce que en fait la raison en est que pour obtenir la Compostela, le fameux certificat, le diplôme du pèlerin qui a fait Saint-Jacques, il faut justifier de 100 km sur le chemin. Donc 100 km avant Saint-Jacques, énormément de pèlerins partent. Donc grosso modo de Sarriá, puisque de Sarriá il reste 114 km. En Espagne c'est même quelque chose d'assez bien vu, dans le sens où les gens qui ont la Compostela peuvent le mettre sur le CV, ça valorise le CV. Donc c'est la raison pour laquelle il y a énormément de monde. Et nous avec Xavier, est-ce qu'on a vraiment envie de se valider la Compostela? Est-ce qu'on a envie d'aller au bureau des pèlerins à Saint-Jacques pour obtenir cette Compostela? Mais le fait que des milliers de personnes qui ont fait 112 km et le même machin que moi je préfère garder mes crédentials. Je veux dire, ça sera quand même beaucoup plus marquant que le bout de papier qu'on peut se faire par ailleurs. Je veux dire, je vois aujourd'hui là, tous ceux qui venaient là pour faire 112 km et avoir le même papier que nous qui sont partis de Paris, je trouve ça très limite. Donc moi je m'en fous du papier. Ouais, c'est pas pour le papier. Du papier, c'est l'aventure, pas le papier. Ouais, je suis totalement d'accord avec Xavier. Moi j'ai pas envie, je garde ma Compostela, c'est ce qu'on a fait. Ma Compostela, ce sont les t-shirts. Ma Compostela, ce sont les crédentials avec l'ensemble de ces tampons. Notre Saint-Jacques, ce sont les souvenirs en fait. Selon la tradition chrétienne, la légende raconte qu'après l'ascension de Jésus, Jacques le Majeur, l'un des 12 apôtres du Christ, s'est rendu dans la péninsule ibérique avec pour but de l'évangéliser. Après 7 années à prêcher l'évangile sans succès, on dit qu'il est retourné à Jérusalem où il fut décapité en l'an 44 après Jésus-Christ. Et les disciples de Saint Jacques auraient alors recueilli sa dépouille pour la déposer dans une barque qui aborda les côtes galiciennes en Espagne où il s'échouait. Le corps de Jacques le Majeur fut ainsi enterré, non loin de la côte, et tomba dans l'oubli. La légende dit qu'au IXe siècle, des anges auraient révélé à un ermite du nom de Pelayo l'emplacement exact de la tombe de l'apôtre Jacques le Majeur. L'ermite Pelayo informa immédiatement l'évêque, qui se rendit à son tour sur le site et trouva en effet, dans le sous-bois, un tombeau contenant 3 sarcophages, avec un petit autel au milieu. Une nuit, dans l'obscurité, il aurait vu d'étranges phénomènes de lumière avec des étoiles scintillantes au-dessus de la tombe qui fut alors appelée Campus Stellae ou Champ de l'étoile, ce qui aurait donné, selon une autre étymologie plus poétique, le mot Compostelle. Après en avoir examiné les ossements, l'évêque a déclaré que c'était le dernier lieu de repos de l'apôtre Jacques le Majeur et de ses 2 disciples, dont la mémoire était perdue depuis des siècles. Alphonse II le Chaste, alors roi des Asturies et de Galice, fut également informé de cette découverte miraculeuse. Il a immédiatement proclamé Jacques son saint patron et a fait ériger une chapelle au-dessus du tombeau, la future cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Monte del Gozo, la tradition voulait que le premier pèlerin qui, du Monte del Gozo, la Montjoie de Compostelle, apercevait le haut des tours de la basilique Saint-Jacques de Compostelle, soit sacré roi du pèlerinage par ses compagnons de route.